Bonjour à tous. Déjà, bravo, vous avez réussi à trouver notre salle. Vous n'avez pas eu besoin de GPS pour naviguer jusqu'à vers nous. Et pour faire cette conf, ça me fait penser, hein, on est tous quasiment dans l'informatique. Dans l'informatique, on développe des logiciels. On est dans un monde d'imprévus. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, comment avoir de la visibilité par la suite. Et là, William, aujourd'hui, il va nous présenter une méthode qu'il a testée, qui marche, et pour justement mieux naviguer dans notre quotidien. Donc, je te donne la parole, William. Bon talk. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup d'être là. Donc, je m'appelle William, comme ça a été dit. Je travaille pour Zenica à Nantes depuis 2020. Je suis dev de longue date, donc j'ai fait du code depuis tout petit. J'ai fait mes premières lignes en basique. Après, c'est parti sur du C. Puis après, un peu de Smalltalk, du Java, du OCaml, du Haskell, je suis assez curieux et je dev encore et j'adore ça. Je suis agiliste aussi de longue date et je m'intéresse pas mal à tout ce qui est approche produit, à la gestion de la complexité et puis aussi la cohésion d'équipe et inter-équipe. Et donc, je vais vous présenter un des outils que j'ai appris il y a 2 ans et que j'ai mis en place avec quelques équipes que j'accompagne. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit et comment on peut l'utiliser. Avant ça, j'aimerais vous mettre un petit peu dans l'esprit de pourquoi on a besoin d'un outil sur ce domaine-là. J'aimerais vous poser cette question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez être le ratio entre des cellules humaines et des cellules bactériennes sur un corps humain, dans un corps humain lambda? Voilà, quelqu'un de 70 kg à peu près. Est-ce que... pardon? Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà plus de cellules humaines que de cellules bactériennes, plus de cellules bactériennes? Et s'il y en a plus, est-ce que vous pensez que c'est 2 pour 1, 3 pour 1, 7 pour... Enfin, voilà. 20% de quoi? De cellules? 20% de cellules humaines, 80% de cellules bactériennes. Qui dit mieux? Encore plus? Pardon? Une cellule humaine pour 100 cellules bactériennes, peut-être? D'autres propositions? Ok, je vais plus faire durer le suspense. Alors, il y a pas mal d'années, une estimation de 1 pour 10, ce qui était énorme. Une cellule humaine pour 10 cellules bactériennes sur le corps humain. Cette estimation a été révisée pour être un petit peu plus proche, mais quand même, on est en faveur des cellules bactériennes. Et puis, si on prend en compte l'ADN, toute la masse génétique, en fait, toute la matière génétique de toutes ces cellules, et bien là, il y a beaucoup plus de diversité génétique côté cellules bactériennes, parce qu'il y en a beaucoup plus d'espèces différentes, alors que sur un corps humain, normalement, il n'y a qu'un seul ADN. Il y a plein de copies, et certaines copies peuvent avoir des mutations. Généralement, il y a un ADN pour toutes les cellules humaines et plein d'ADN différentes, plein de génétique et d'ARN sur les cellules bactériennes. Est-ce que vous savez que votre composition de cellules bactériennes a une influence sur votre manière de réfléchir? C'est vrai, c'est pas vrai, ça vous paraît bizarre, farfelu? On sait que, par exemple, la microbiote, donc les cellules bactériennes qui sont dans le système digestif, ont un impact sur la manière de réfléchir. Ok? Donc vous gardez ces 2 faits-là dans votre tête, et je vous pose la question, qui es-tu? Quand vous prenez une décision, qui a pris la décision? Ok? Donc vous pourrez réfléchir à ça plus longtemps après. Où je veux en venir, c'est qu'il y a des situations où ça peut être très difficile de savoir ce qui se passe, de savoir qu'est-ce qui a composé, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là où on en est arrivé, et qu'est-ce qui peut se passer par la suite. C'est ce que certains appellent la complexité. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on est face à des problèmes difficiles? Qu'est-ce qu'on fait des fois pour s'en sortir un peu? On fuit, on s'énerve, et en bon ingénieur, qu'est-ce qu'on fait?
On boit un café, on boit une bière. Voilà. Puis après, pardon, on va dormir, c'est bien. La nuit porte conseil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on aime bien? Enfin, surtout les architectes, ils aiment bien qu'on fasse quoi? Un plan. On va essayer de dessiner, faire un dessin, faire un modèle. On va essayer de modéliser le problème. Comme ça, après, on va pouvoir raisonner dessus. Ok? C'est très bien de modéliser. Et il faut bien garder l'esprit que tous les modèles sont faux, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, le modèle parfait de la France, c'est la France. Très difficile à emporter dans sa poche. Par contre, si j'ai un plan, c'est beaucoup plus facile à naviguer. Par contre, le plan ne me dit pas où est-ce qu'il y a les méchants, où est-ce qu'il y a les gentils, où est-ce qu'il y a les bons cafés, les mauvais cafés, les bonnes bières, les mauvaises bières. Donc tous les modèles sont faux parce que, en fait, pour être utile, il faut qu'on retire des choses. Difficulté dans les systèmes complexes, c'est qu'on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui est utile à garder et qu'est-ce qu'il ne faut pas retirer, enfin, qu'est-ce qui est utile à retirer. Voilà, donc certains modèles sont utiles. Dire que tous les modèles sont faux, ce n'est pas une défense de ton modèle, je suis désolé. Si je critique ton modèle, vous ne pouvez pas juste me dire « Ah mais tous les modèles sont faux ». Ouais, mais l'astrologie, c'est aussi faux. Hein. Donc ça, il faut savoir que c'est une citation de George Box aussi. Donc la question, c'est de savoir quels modèles sont utiles. Et moi, personnellement, j'en ai marre des modèles incohérents. Pour tout ce qui est complexité, moi, je m'intéresse de plus en plus aux sciences de la complexité. Où, en fait, cette notion de complexité est apparue dans plein de sciences différentes, dans plein de domaines scientifiques, que ce soit la géologie, la biologie, la physique, et plein d'autres, surtout tout ce qui est sciences sociales, sciences humaines. Il y a énormément de complexité. Et donc, chaque scientifique a approché ça de sa manière. Et maintenant, on arrive à en faire la synthèse, à avoir des modèles qui sont plus intéressants pour manipuler des systèmes complexes. Une définition potentielle de la complexité, c'est un enchevêtrement inconnaissable d'une multitude d'éléments. Donc, pour un système complexe, vous avez plein d'éléments. Alors, pas forcément plein. À partir d'une dizaine d'éléments, déjà, vous pouvez avoir de la complexité. C'est surtout qu'il y a plein de liens entre ces choses-là. Il y en a tellement que vous avez comme un plat de spaghettis. Mais c'est inévitable, ce plat de spaghettis. Il y a plein de choses, des interactions qui peuvent aller dans tous les sens. Et vous ne savez pas quelle interaction est intéressante à modéliser et à retenir. Et vous ne saurez jamais toutes les interactions qu'il y a, en fait, qui existent. Et ce qui est intéressant avec les systèmes complexes, c'est que ça permet d'avoir de l'émergence. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui émergent, des choses qui se dégagent, qui n'étaient pas prévisibles depuis les composants. Pourquoi Facebook a fait Fury? Si on regarde les composants de Facebook, la tech, le design, etc., on ne pouvait pas prédire que Facebook allait faire Fury. Le smartphone aussi. Il y a plein de technologies. En fait, si on regarde juste les parties, on se dit « Ouais, ok, cool. Pourquoi il y a tant d'envergure? Pourquoi il y a tant de Fury là-dessus ?» Quand on est face à une problématique complexe, souvent notre premier réflexe, c'est de faire comme on faisait avec les problèmes moins complexes. C'est-à-dire, on va se dire, allez, on va s'accorder sur l'objectif. C'est quoi la finalité? Qu'est-ce qu'on veut avoir? On va se focaliser sur un but, une vision, etc. Mauvaise idée. Dans la complexité, vous ne savez pas ce que vous êtes capable de faire et vous ne connaissez pas les conséquences si vous y arrivez. Potentiellement, elles peuvent être bien, surprenantes, avec sérendipité, mais ça peut être désastreux. Il vaut mieux s'accorder sur une description du présent et essayer de commencer à explorer les environs. Je ne sais pas si cette montagne que je vois au loin, je suis capable d'y aller. Je ne sais pas quel monstre il y a entre moi et là-bas. Je ne sais même pas quel monstre il y a là-dessus. Quel sacrifice il va falloir que je prenne pour y aller. Donc, évitons de faire ça. Déjà, regardons où je suis. Je suis à Niort. J'ai quoi? J'ai une rivière. J'ai un marais. Est-ce que j'ai envie d'aller sur le marais? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que j'ai envie d'aller sur la plaine, vers la Vendée? Peut-être. Explorons. Une méthode qui aide à faire ça, c'est la cartographie estuarienne, une parmi tant d'autres. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est la sauce secrète miraculeuse qu'il faut tout le temps utiliser partout. Mais c'est une qui a été créée récemment par Dave Snowden, que peut-être vous connaissez du framework Cynefin. Certains connaissent sous la prononciation Cynefin, mais pour les personnes qui connaissent le gallois, ça se prononce Cynefin. Et donc cette méthode de cartographie estuarienne, en fait, elle aide à dérisquer une intervention dans un milieu complexe
à préparer le terrain pour le changement et à augmenter ce qu'on peut appeler l'agentivité des équipes, c'est-à-dire donner plus l'impression aux équipes qu'elles peuvent agir, elles peuvent influencer leur environnement. Parfois, on se dit, on est désemparé, on se dit oh, c'est un problème trop difficile, je ne peux rien faire, j'ai aucun levier. Et bien, grâce à la cartographie estuarienne, on va pouvoir identifier des leviers qui sont à notre niveau. Et ensuite, potentiellement, identifier les leviers qui sont à d'autres niveaux, qui nous permettra d'aller demander aux autres, voilà, moi j'aimerais bien, est-ce que vous pourrez faire ceci pour nous? Ça nous permettrait d'avancer de telle manière ou d'explorer tel horizon. Alors pourquoi l'estuaire? Estuarienne, c'est l'adjectif qui vient avec l'estuaire. À Nantes, on a un bel estuaire. À Niort, je crois qu'on n'a pas d'estuaire. On m'a dit qu'à Bordeaux, il y a l'estuaire de la Gironde. Super. Pourquoi l'estuaire? L'estuaire, c'est un écosystème complexe. Il y a plein de biodiversité. C'est aussi un endroit où en fait, le flux de la rivière peut être dans les deux sens selon la marée. Quand la marée est haute, le flux remonte le fleuve. Quand la marée est basse, le flux descend. Il y a aussi des falaises de granit, des choses qui bougent très peu, ou à des échelles linéaires. Puis il y a des bancs de sable, des choses qui sont volatiles, très mouvantes. Et vous avez peut-être des situations qui ressemblent, des architectures qui, voilà, vous n'allez pas bouger ça. Par contre, vous avez des fluctuations de performance, vous ne savez pas mettre le doigt dessus, et puis vous avez tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment faire une cartographie estuaire. Je vais vous donner quelques exemples de situations où c'est utile d'utiliser cette méthode. Il ne faut pas l'utiliser partout, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis, à la fin, le temps permettant, je donnerai quelques indices sur pourquoi ça fonctionne, en fait. Quels sont les fondements théoriques. Vous allez être très frustré, sûrement, si vous êtes curieux, mais ce n'est pas grave. Le but de cette dernière partie, c'est juste de vous donner plein d'indices, plein de références que vous irez potasser après. Et puis n'hésitez pas, alors moi je ne pourrai pas être très présent après, je dois y aller rapidement, mais n'hésitez surtout pas sur les réseaux sociaux à me poser des questions, à me dire que vous n'êtes pas d'accord, que c'est n'importe quoi ce que je raconte. Je suis très intéressé par tous ces retours-là. Donc comment est-ce qu'on va faire pour cartographier notre estuaire? Eh bien ça se passe en 4 grandes étapes. D'abord on va préciser le cadre. Il ne s'agit pas de cartographier le monde ou l'univers. Déjà essayons de voir si on veut cartographier juste Niort, ou Niort et ses environs, ou tout le département. Enfin, voilà, c'est quoi le cadre qu'on a envie de cartographier. Ensuite, on va générer les différents éléments qu'on veut mettre sur sa carte. Après, on va les mettre sur la carte. Et à partir de là, on va dégager des micro-actions. D'abord, on va analyser la situation présente. Et une fois qu'on a analysé ça, là, on va essayer de se dire, essayons de passer à l'action par rapport à ça. Le format idéal pour une bonne cartographie estuarienne, c'est 2 demi-journées. Et vous pouvez faire ça avec des petits groupes de 5 à 7 personnes. Et vous pouvez faire avec autant de groupes que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui passe à l'échelle vraiment très bien. Ça peut se faire en présentiel, c'est le mieux, mais ça peut se faire en distanciel aussi. Je l'ai déjà fait en distanciel, avec plein d'équipes. Si vraiment vous voulez juste tester le truc, vous pouvez le faire en 2 heures. C'est très bien aussi avec une petite équipe ou quelques équipes. Vous pouvez le faire en 2 heures, juste pour montrer, pour voir ce que ça donne. Pourquoi 2 demi-journées et pas une journée complète? En fait, c'est intéressant de commencer une après-midi, de commencer à faire sa carte, ensuite de se reposer. Ça fait cogiter un peu la nuit. Et puis le lendemain matin, là, on réfléchit sur les actions. Ça aide, ça donne des résultats différents de couper ça, comme ça avec la nuit entre les deux. Donc, première étape, préciser le cadre. Ce qui est surtout intéressant, c'est de préciser ce qui n'est pas dans le cadre. Et puis, d'éviter de présenter des actions pressenties. On va voir, je vais indiquer après, mais un des intérêts de cette méthode, c'est de dissocier la description du présent avec les actions. Parce que souvent, notre biais, c'est de mettre les actions d'abord, et ensuite, de ne repérer des choses dans la situation qui ne font que confirmer l'action qu'on avait pressentie. Du coup, pourquoi faire la méthode? C'était juste pour justifier ce qu'on pensait déjà. Le but, c'est plutôt de challenger et d'ouvrir sur des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Donc on essaie de préciser surtout ce qui est hors cadre et ne pas, si on pense avoir des actions pressenties, on se les garde pour nous pour l'instant, on va peut-être les ressortir après. Ensuite, on va générer les différents éléments
qu'il faut placer sur la carte. Alors on peut imaginer, c'est un peu comme, est-ce que sur ma carte, c'est une carte de tourisme, est-ce que j'ai envie de mettre les bons restaurants, les bons lieux à visiter, les sites touristiques, les auberges, les hôtels, toutes ces choses-là. Voilà. Quels sont les endroits que vous avez envie de cartographier après? Donc on génère les éléments. Une façon très très simple de faire ça, c'est de poser la question. Une fois qu'on a présenté le cadre, on pose la question, eh bien, quelles sont les personnes, les choses, les processus, les règles et les activités, etc., qui ont une influence sur le cadre qui a été présenté. Donc, je répète, quelles sont les personnes, les choses, les processus, les règles, les activités, etc., qui ont une influence sur le cadre qu'on a présenté. Une manière un petit peu plus en profondeur, c'est de sortir la triade des actants. Attention, un mot de jargon, l'actant. Un actant, c'est tout ce qui est la source d'une action. Et dans cette théorie, l'idée, c'est que vous êtes des acteurs humains, acteurs, actrices, ok? Eh bien, il n'y a pas que... tous les acteurs, actrices sont des actants, mais tous les actants ne sont pas des humains, en fait. On peut attribuer à un système informatique être la source d'une action. Le système m'a envoyé une notification. On ne dit pas l'utilisateur lambda a fait une action et donc ça a déclenché la notification. On dit bien le logiciel m'a envoyé une notification. C'est qu'on attribue en fait, on dit que le logiciel ou le système c'est une source d'une action, c'est la source d'une action. Donc on va essayer de repérer qu'est-ce qui a une influence, quels sont les actants qui ont une influence sur le scénario qu'on est en train de décortiquer. Et pour ça, on a trois types d'actants auxquels on peut penser. Ces trois types d'actants, c'est pour essayer de booster le brainstorming, en fait. On dit, qu'est-ce qui a une influence? Je ne sais pas, quoi. En donnant une typologie, ça aide à fluidifier un petit peu l'idéation là-dessus. Donc les trois types d'actants qu'on peut proposer, c'est les acteurs, ça c'est les gens, c'est des rôles, ça peut aussi être des traits, des compétences, des équipes, des entités. Ensuite, les contraintes. Donc ça, c'est tout ce qui est influence, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. J'ai tant de budget, c'est une contrainte. Déjà, c'est mieux que rien d'avoir un budget, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Et puis, un autre mot de jargon, c'est les constructeurs. Constructeur, c'est quelque chose qui produit un résultat réplicable, systématique et fiable. Par exemple, une machine, c'est un constructeur. Vous mettez des ingrédients dedans, des matières premières, et hop, ressort quelque chose à la fin de la machine, normalement. Mais il y a d'autres types de constructeurs, comme, je sais pas, la formation. Une formation, vous sortez des personnes qui sont incapables de rien faire, ils passent par la formation, et là, oh, c'est des super personnes compétentes, normalement. Et il y a plein d'autres types de constructeurs, donc c'est tout ce qui est des rituels, des choses répétées qui nous mettent dans un état stable. Il y a des choses, des actants qui peuvent être des mélanges de tout ça. Et donc, on va générer un certain nombre d'éléments qui sont ces actants-là, et après, on va pouvoir les cartographier. Alors, pour vous donner un peu plus de concret là-dessus, vous pouvez aussi, moi je commence à tester ça, vous pouvez vous aider avec des référentiels qui existent, et vous poser la question, qu'est-ce qui a une influence sur, par exemple, si vous prenez le référentiel Dora Accelerate, qu'est-ce qui a une influence sur l'apprentissage? Est-ce que j'ai un climat d'apprentissage dans mon équipe ou pas? Qu'est-ce qui a une influence là-dessus? Qu'est-ce qui a une influence sur le flux, le rythme sur lequel on arrive à délivrer, à la fois en bénéfique et en négatif? Qu'est-ce qui a une influence aussi sur le rythme de feedback? Est-ce que j'ai beaucoup de feedback? Est-ce que j'ai peu de feedback? Pourquoi? Qu'est-ce qui a une influence là-dessus? On peut, si vous connaissez bien Dora, vous connaissez aussi qu'il y a des capacités. Il y a 24 ou 29 maintenant capacités. Et vous pouvez aussi énumérer certaines pour vous demander aux équipes qu'est-ce qui a une influence sur je sais pas, la maintenabilité du code, la qualité de la documentation, l'automatisation des tests. Voilà. Ça peut faire partie du cadre. Et puis vous essayez de générer quels sont les processus, les règles, les outils qui contribuent ou qui freinent avec ça. Et vous avez d'autres référentiels. Voilà, j'ai pris l'exemple ici de Dora. Vous avez Space, DevX, DXCore 4 qui est sorti récemment. Et vous avez aussi, par exemple, tous les principes de SRE. Voilà, vous prenez un livre comme ça que vous avez utilisé récemment et vous pouvez essayer de l'utiliser dans une cartographie STRM.
Donc maintenant, on a généré un tas d'éléments qu'on veut mettre sur notre carte. Okay, on a des gens, on a des rôles, on a des processus, on a des outils, on a des rituels, on a des habitudes, on a des heuristiques. Okay. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais pour faire ma carte? Eh bien, la carte, elle consiste en un plan à 2 axes. Temps pour changer, énergie pour changer ça. Vous avez une situation présente, vous voulez la regarder sous le plan de si je voulais le changer, on ne dit pas qu'on va le changer, mais si on voulait le changer, il nous faudrait combien de temps et quelle énergie? Et on fait ça en petits groupes. Chaque petit groupe essaie de le faire ça de leur point de vue. Donc pour certaines choses, il y a des groupes qui vont se dire mais ça, c'est pas dans ma sphère d'influence, c'est pas sous mon contrôle. Si je devais changer ça, il faudrait que j'aille passer par le responsable, par un machin, il faudrait que je fasse plein de choses en fait pour changer ça, parce que c'est pas sous mon contrôle. Ça, on va le mettre en haut à droite, quoi. Et puis il y a des choses qui sont plus dans ma maîtrise. Donc ça va aller un petit peu plus au milieu. Etc., etc. Et selon le groupe, selon les profils qui vont se retrouver, ils vont placer des choses sur la carte différemment. Et c'est très bien, parce que ça reflète les différents pouvoirs d'action des différents groupes. Et ça va être intéressant par la suite de se confronter entre groupes pour voir, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Comment est-ce qu'on peut faire pour réconcilier ça s'il y a besoin? Au sein d'un même groupe, il peut aussi y avoir des discordes. Donc on commence à placer les éléments, puis à un moment, on se dit, ah non, il faut beaucoup d'énergie. Ah non, non, il faut beaucoup de temps et très peu d'énergie. Comment on fait? On est dans l'impasse, on fait du dot voting, on fait au consensus, on attend, on est bloqué. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que les désaccords sont génératifs. Les désaccords, c'est ça qui va nous aider à découper, à décomposer, à mieux voir notre système. Et donc, dès qu'il y a un désaccord, pas de problème. C'est qu'en fait, vous voyez, vous avez tous les deux raison. Vous voyez 2 aspects différents de la même chose. Il y a un aspect qui prend plus de temps et moins d'énergie, et un autre aspect qui prend plus d'énergie et moins de temps. Donc vous décomposez votre élément, et ça vous fait 2 sous-éléments. Et comme ça, vous allez mieux voir, vous allez avoir une meilleure granularité de votre situation. Enfin, on va tracer des frontières. Peut-être certains connaissent les cartes IGN, les différentes lignes de niveau. Là, on va tracer des frontières pour déterminer différentes sphères d'influence. Tout ce qui est contrefactuel, tout ce qui est en haut à droite, c'est comme vos falaises de granit, ça change quasi jamais. Vous avez ce qui est liminal. Liminal, c'est les choses que quelqu'un d'autre dans l'entreprise peut changer. Vous savez qui peut changer ça, mais ce n'est pas vous. Navigable, c'est les choses sur lesquelles vous avez la main mise. Et puis volatile, c'est les choses qui changent tellement vite, vous n'avez même pas besoin de mettre le doigt dessus que ça change. Hop, c'est contre votre plein gré, ça peut bouger. Et donc potentiellement, si ça a beaucoup d'impact, il faudrait peut-être essayer de stabiliser ça. À partir de là, vous avez une meilleure vision de votre système et de qu'est-ce que vous êtes capable de faire et commencer à vous focaliser sur ce qui est dans votre niveau de maîtrise et à essayer de vous dire, est-ce que je pourrais essayer de changer ça? Est-ce que j'ai envie de changer ça? Est-ce que j'ai envie de le rendre plus facile à changer ou pas? C'est là que vient l'étape des actions. Voilà, vous pourrez consulter quelques exemples de cartes. Voilà, souvent, sur un système complexe, on génère pas mal d'éléments différents et c'est ça qui est la richesse. On essaie de vraiment décortiquer ça en granularité le plus fine possible. Et ce qui va nous permettre de dégager des opportunités qu'on n'avait pas vues auparavant. Pour nous aider, pareil que pour la typologie des actants, on fournit aux personnes, alors quand je fais ça, j'ai des fiches qui donnent plus de descriptions, mais ça ne tient pas sur la diapo. Je pourrais vous les fournir. Mais donc voilà 9 actions potentielles qu'on peut utiliser pour commencer à changer, à tâter le terrain sur notre situation. Le petit code couleur avec les lettres, c'est les différentes zones dans lesquelles une action peut être plus pertinente. Par exemple, sur la zone navigable, on peut utiliser l'action rose des vents. Rose des vents, c'est je veux rendre cette chose-là plus facile à changer, que ça prenne moins de temps ou moins d'énergie, ou au contraire, je veux que ça prenne plus de temps ou plus d'énergie. Donc je vais essayer de faire un truc qui va rendre ça, qui va changer la facilité à changer. Sur la zone liminale, une des actions les plus intéressantes, la zone liminale, c'est vous n'avez pas la main mise dessus, mais vous connaissez quelqu'un qui l'a. Eh bien, une des actions intéressantes, c'est la demande. C'est d'aller adresser une demande à la personne qui a le pouvoir là-dessus, de faire quelque chose, ou alors d'initier une collaboration avec cette personne-là,
pour voir si on peut commencer à changer les choses. Donc on a 2 livrables en fait, suite à une cartographie Easter End. On a la carte, et puis après on a un portfolio de plein de micro-actions différentes. Et on peut comparer, si on fait ça avec plusieurs groupes, on peut comparer les différents points de vue des différents groupes et voir qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire sur le terrain. Quelques exemples de micro-actions. J'avais une équipe qui avait du mal à se voir en vrai. La visio, c'était cool, mais de temps en temps, ils aimaient bien se voir en physique, quand même de temps en temps, pour faire avancer certaines choses. Sauf que de temps en temps, c'était très difficile de faire les demandes de déplacement. Et donc, ils ont eu l'idée de demander au management de faciliter certaines demandes de déplacement pour qu'ils puissent aller rapidement prendre leur train, aller voir un collègue quand c'est nécessaire, et pas attendre 3 mois pour faire ça. Des trucs très bêtes, ça peut être de changer les signalétiques, changer les noms, changer les étiquettes sur les choses, montrer quelque chose un peu plus visiblement ou cacher des choses qu'on n'a pas envie de changer. Une micro-action, ça peut être juste de noter ce qui se passe. On se dit, il y a un problème là-dessus, mais on n'a pas assez d'informations. On ne va pas intervenir. Avant d'intervenir, on va déjà juste observer. L'intérêt de toutes ces micro-actions et le fait que ce soit micro, c'est qu'en fait, c'est très peu risqué, ça vous demande très peu de temps. Souvent, quand on est dans une situation complexe, c'est la course, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, vous me rajoutez des trucs, là, vous me rajoutez du travail. L'idée là, c'est non, c'est des actions qui vous prennent très peu de temps. Si ça vous prend plus de 5 minutes, c'est que c'est pas micro, c'est que c'est trop risqué, c'est que vous n'allez pas pouvoir le faire. Et du coup, ça nous permet de dégager des actions qui vont vraiment être faites. Parce que c'est ça qui va nous permettre de bouger. Et qui vont nous apprendre en fait sur le système. Et qui vont nous dégager après des nouvelles opportunités. Dernier exemple de micro-action que je mets ici, c'est un truc que moi j'ai proposé en tant que facilitateur. Parce que ça, c'est un truc intéressant avec la méthode, c'est qu'au niveau des micro-actions, quand on est facilitateur, on n'essaie pas d'intervenir sur le fond au niveau de la cartographie, parce que c'est eux, moi je ne comprends pas leur contexte, je viens de le découvrir juste à l'instant, donc ce n'est pas à moi de dire à quoi ressemble leur terrain. Par contre, une fois qu'ils ont commencé à me placer, à dessiner leur terrain, là je peux commencer à me dire, vous avez pensé à ce truc-là? Donc une fois, j'avais proposé d'utiliser le Jobs to be done, vous connaissez pas, voilà, c'est une méthode de product management. J'avais dit, ne révolutionnez pas votre feuille de route, juste essayez de voir, vous avez une feuille de route existante, essayez de le reformuler sous forme de Jobs to be done pour voir ce que ça donne. Voilà. Je suis naïf, peut-être que ça ne va pas marcher, mais ça ne coûte rien. Donc peut-être essayer ça. Donc on peut proposer des petites choses avec un point de vue extérieur à ce moment-là. Quels sont les impacts qu'on peut attendre de cette méthode, de cette carte? Eh bien, ça nous permet de mieux appréhender la complexité de la situation. Au lieu de juste de dire c'est chiant, c'est complexe, au moins on peut dire c'est complexe parce que regardez tous ces éléments-là, ce truc-là, il est difficile à changer, alors que j'aimerais bien qu'on le change plus facilement. Celui-là, il est très volatile, il faudrait qu'on le stabilise. Ça permet d'envisager des prochains pas plus réalistes. On n'est pas en train de dire il faut une gouvernance. Combien de mois il va falloir pour faire la gouvernance du truc? Il nous faut mieux communiquer. Combien de mois il va falloir pour qu'on communique mieux? C'est trop macro, c'est trop gros. Faisons des petits pas plus réalistes. Ça permet d'expliciter des différences de perception. Le management qui ne comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire ce truc-là. Et puis, sur le terrain, pourquoi le management prend cette décision-là? Pourquoi il trouve que c'est si difficile que ça? Ça permet aussi, voilà, je dis tout à l'heure, de rendre les différences génératives. Au lieu que les divergences d'opinion soient source de conflit, là, c'est source d'opportunité. Éviter le réductionnisme, essayer de tout rassembler à une cause racine qui n'existe pas. Et puis, ça nous permet de découvrir des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé. Alors, si vous ne voulez pas faire le truc... Alors, quelques alternatives. Vous avez la manière de faire les 4 étapes. Cadrer, générer les éléments, cartographier, micro-actions. Vous avez la possibilité d'ajouter des choses encore. Si vous voulez plus d'ingrédients, vous voulez que ça soit plus riche, vous avez la possibilité, par exemple, j'aime bien les cercles d'anecdotes. Avant de brainstormer sur les actants, je fais des cercles d'anecdotes, c'est des petits cercles de discussion. C'est un peu comme des interviews, sauf que c'est les gens qui interviewent eux-mêmes.
Et je les lance sur un thème, et pendant la discussion, ça peut être un peu à format World Café. Il se lance sur un thème et à un moment, il y a une anecdote qui sort. Ah oui, l'autre jour, j'ai dû envoyer en prod et puis on m'a demandé le ticket de je sais pas quoi, machin bidule. Il était down, j'ai pas pu livrer en prod, mon client était... Ok, anecdote, on note. Et puis, à la fin, on ressort tous les anecdotes et on se demande, ok, qui sont les actants dans l'histoire? Dans chaque anecdote, qui sont les personnes, quelles sont les contraintes, quels sont les processus qui ont été mis en jeu, et c'est ça qu'on va cartographier après. Et puis il y a plein d'autres trucs à ajouter. Sinon, vous pouvez avoir l'autre sens, vous ne voulez pas plus d'ingrédients, vous voulez moins. Connaissant cette méthode-là, de temps en temps, en coaching, je sors juste une question. Et c'est la carte estuarienne qui m'a inspiré cette question. Et ça peut aller très vite, ça peut être 5 minutes, voilà. Ah, vous vous entêtez un petit peu sur une situation, peut-être c'est complexe. Quelles sont les contraintes? Avec quelles contraintes on est en train de composer? Déjà, explicitons ces contraintes et disons lesquelles qui peuvent bouger, lesquelles qui ne peuvent pas bouger. Et arrêtons de se fracasser la tête contre le mur sur le fait que le budget est temps. Si le budget ne change pas, il faut qu'on trouve des solutions qui rentrent dans le budget. C'est tout. Sinon, on dit que on est vraiment dans l'impasse, c'est à cause du budget, etc. Quels sont les phénomènes qui ne sont pas attribués? Quelles sont les choses? On voit les faits, mais on ne sait pas d'où ça vient. Un manager qui prend une certaine décision, on se demande, mais pourquoi ce manager prend cette décision? C'est qu'il y a peut-être des contraintes qui lui incombent et qu'on ne voit pas. Avec qui on peut collaborer là-dessus? Qui pourrait avoir la main mise là-dessus? Etc., etc. Plein de petites questions comme ça qu'on peut sortir juste de façon unitaire, ça prend 5 minutes. Voilà pour la méthode. Maintenant, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est face à des situations complexes, de manière générale. Donc, où il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a des différences d'opinion, et qu'avec les données, on n'arrive pas à départager les choses. Ça, c'est typiquement la situation complexe. Des situations qui ne sont pas complexes, ça peut être des situations qui sont plus prédictibles. Il y a une expertise, il faut construire il faut savoir quel nombre de machines, quel nombre de réplicas il faut pour soutenir telle charge. Ça, c'est peut-être plutôt une situation ordonnée, prédictible. Vous faites le test, vous faites la petite règle de 3, etc. Vous n'avez pas utilisé une cartographie estuarienne pour savoir quelle est la convention de code qu'il faut utiliser, ou qu'est-ce qu'il faut indenter avec des espaces ou des tabulations. Non, c'est pas la bonne méthode. Et puis aussi, si vous avez des situations chaotiques, par exemple des urgences, ce n'est pas la bonne méthode non plus. S'il y a le feu, ne sortez pas votre carte estuarienne. Il va brûler avant que vous finissiez. C'est très bien. Moi, je commence à l'utiliser pour des rétrospectives de temps en temps. Alors, les rétrospectives, pour aller voir un article de blog que j'ai fait récemment, où je commence à vraiment être dégoûté des formats de rétrospectives. Je ne sais pas vous. Alors, moi, je suis coach agile en plus, et je suis dégoûté des formats de rétro. Donc, vous pourrez lire un petit peu pourquoi c'est le cas, et pourquoi je commence à tester la carte estuarienne de temps en temps pour certaines rétros. Et je cherche d'autres solutions aussi. Avant une transformation, que ce soit du DevOps, du SRE, du je ne sais pas quoi qui va être inventé plus tard, ne faites pas l'erreur d'essayer de définir, co-construire la cible. Je vous recommande de faire une cartographie estuarienne. Déjà, de cartographier c'est quoi le présent et commencer à préparer le changement. Une gestion d'application legacy, je pense que c'est un cas très intéressant, souvent très nébuleux, on ne maîtrise pas tous les éléments, on a hérité d'un truc qu'on n'a pas construit nous-mêmes. Ça peut être intéressant de faire la cartographie estuarienne de l'écosystème de l'application legacy. Si vous voulez aborder une nouvelle technologie, tout à l'heure on parlait d'IA, c'est peut-être pas la première fois qu'on vous a parlé d'IA. Ok, l'IA c'est cool, mais qu'est-ce que je peux en faire? Peut-être essayer de faire la carte estuarienne de votre situation présente. Puis une fois que vous aurez vu tous ces éléments sur notre carte, vous pourrez vous dire est-ce que je pourrais tenter l'IA sur celui-là et celui-là, pour voir. Ça me fait mes petits prototypes. Et puis pour décliner une stratégie d'architecture, une stratégie technologique, une stratégie produit, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour finir, voici le moment un peu frustrant. Je vais aller un peu vite. Et vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais n'hésitez pas à aller regarder ces différents éléments théoriques que je vais vous donner après coup. Alors, pourquoi ça marche? Pourquoi ça peut marcher, cette méthode-là? Eh bien, déjà, dans la façon que c'est construit, ça essaie d'éviter certains biais cognitifs. Je vous ai déjà
fait allusion à ça tout à l'heure, c'est la notion de raisonnement motivé. C'est « je pense qu'il faut faire ça ». Déjà, je suis convaincu, archi convaincu qu'il faut faire un truc. Eh bien, l'analyse de la situation que je vais faire, c'est de ne faire que, c'est de filtrer avec cette action. Je vais ne filtrer que ce qui, laisser passer que ce qui confirme l'action que j'ai déjà choisi de faire. Ça va vraiment nuire à votre analyse et à votre stratégie. Donc, on va plutôt pousser les gens à analyser la situation, la décortiquer en plus petits morceaux, ce qui va faire que c'est très difficile de tenir son action et de ne voir que ce qu'il y a dans l'action pressentie. Ça évite aussi l'escalade d'engagement. Ça, c'est un truc où on dit, on va tenter un truc, on va faire un projet pilote. Okay, mais le problème du projet pilote, c'est qu'il faut qu'il marche, en fait. Subconsciemment, les gens qui sont convaincus de ça, ils veulent que ça marche, coûte que coûte. Et si c'est un échec, on va dire, oui, vous aurez appris des choses et tout ça, machin, on ira mieux. Mais la réalité, c'est que l'échec, c'est non, on n'en veut plus en entendre parler. Combien d'entreprises ne veulent plus entendre parler de Scrum parce que la première expérience, c'était ils avaient un très mauvais consultant qui est venu faire n'importe quoi. Et donc, ils ne veulent plus entendre parler. En testant plein de petites choses ensemble, ça fait qu'on ne met pas tous ces jetons sur le même cheval. Je mélange un peu mes métaphores, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. On essaie de répartir un peu les œufs et puis on essaie d'en garder un peu aussi pour ne pas tous les perdre. Ça nous permet d'aider à repérer le terrain un peu mieux, à préparer le terrain en fait. Parce que changer, des fois c'est un peu difficile. Et donc, avant de faire des gros changements, des fois il faut peut-être faire des petits changements, mais plein de petits changements pour voir dans quelle direction il y a le moindre résistance. Si j'essaie qu'un seul truc par là, qu'un seul truc par là, il va y avoir souvent des résistances dans chaque direction. Alors que si j'essaie plusieurs directions en parallèle, je vais peut-être repérer là où il y a le moindre résistance. Ça permet de, encore un autre grand mot, agentiver tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, de montrer aux gens, vous avez des leviers. Vous y pensiez peut-être pas, mais vous avez des leviers. Et après, vous avez aussi des choses à demander à votre hiérarchie. Ça permet d'explorer de façon collective, de rendre le changement plus facile. Et donc en faisant ça, de prescrire plutôt des petits changements, tout ça j'ai dit. Alors, parce que en fait, ce qui est plus facile, voilà, ça c'est ce qui est plus probable. Ce qui est plus facile à faire, c'est souvent ce qui est plus probable qu'il se fasse. Alors, je vais expliciter ça avec un petit peu de science. Il y a David Deutsch qui, il y a quelques années, a travaillé sur une formulation alternative de la physique. C'est pas un petit truc, quoi. Ça, pour résumer, au lieu de dire mon système est dans quelles conditions initiales, et du coup appliquer une formule pour savoir où est le système à quel temps futur, en fait, c'est plutôt de dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est impossible. Par exemple, c'est impossible d'aller à la vitesse de la lumière. Ok. Donc ça, déjà, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux déduire de ce qui est possible et ce qui est impossible? Et un des trucs qui ressort de ça, c'est en physique, ce qui demande moins d'énergie, c'est ce qui est le plus probable de se passer. La lumière, généralement, on voit que sa trajectoire passe là où il faut le moins d'énergie. La plus courte distance, là où ça va le plus vite. Une autre illustration, peut-être plus terre à terre. Est-ce qu'il y en a qui prennent le vélo pour aller au travail? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris des vélos en vélo partage, genre Vélib à Paris ou etc. Okay. Est-ce que vous savez que à la fin de la journée, peu importe le vélo de partage, peu importe la ville, quasiment, tous les vélos sont où dans la ville? En bas. Voilà. Il n'y a aucun vélo en haut et il y a tous les vélos en bas. Voilà. Les gens, on va essayer d'aller là où ça demande le moins d'énergie. Et bizarrement, les gens, ils n'ont pas envie de monter la pente à vélo. Et donc, ça a été étudié sur plusieurs trucs. Voilà. Là, c'est un plan qui dit il y a 2 fois plus de distance parcourue sur des trajets descendants que des trajets montants. 2 fois plus de distance parcourue en descente qu'en montée. Et ils disent, pour le gestionnaire à Lyon, ils disent,
c'est la principale difficulté, le fait que les vélos ne soient pas bien répartis à la fin de la journée, c'est la deuxième difficulté la plus grande après la maintenance des vélos, pour vous dire. Eh bien, en informatique, c'est pareil. Si c'est chiant à déployer, vous n'allez pas déployer très vite, très souvent. Si vous rendez le déploiement plus facile, eh bien, il y a plus de chances que les gens déploient. S'il y a des gens qui font des conneries, si vous rendez ces conneries plus difficiles à faire, eh ben, c'est bizarre, mais les gens ils font moins de conneries. Au lieu de juste leur dire, des fois juste dire aux gens ne faites pas ça, faites plus ceci, ben, ça aide pas tellement, ça ne change pas la pente en fait, juste de dire des fois. Parfois il faut carrément faire en sorte que ça soit plus difficile à faire. Un exemple, ouais, je vais passer l'autre exemple. Autre point théorique, on prépare le terrain. Il y a une méthode que j'ai eu connaissance de ça récemment au Japon. Il y a une méthode qui s'appelle le nemawashi. Nemawashi, ça veut dire cernage en français. Le cernage, c'est quoi? C'est quand on veut transplanter un arbre d'une pépinière vers son site où l'arbre va vivre après. Eh bien, on va couper des racines à une distance précise pour préparer l'arbre à être transplanté. En fait, ça va forcer l'arbre à créer beaucoup plus de racines courtes, à densifier son système racinaire. Et du coup, quand on va transplanter l'arbre, il va mieux s'implanter à son nouveau lieu. Alors, avec les gens, on ne va pas leur couper les bras et les jambes. Hein. On va plutôt, le nemawashi au Japon, c'est le manager, avant d'annoncer un grand plan de transformation, il va plutôt voir chaque personne en avance et dire « Et si on faisait ça? Qu'est-ce que tu en penses ?» « Ah ouais, c'est bien. Ah non, c'est pas bien, moi je ferai grève. » Bon, bah, okay, peut-être qu'il faut que je revoie ma copie. Là. Voilà. Avant, on prend des petits signaux, on prend des petites touches, et puis quand on a fait le tour de tout le monde, et qu'on a bien rodé notre truc, ça peut prendre des mois, mais très bien, c'est le temps qu'il faut, eh bien c'est là où on annonce le truc. Voilà, moi, dans ma grande sagesse, je pense qu'il faut aller par là. Et tout le monde dit « Ouais, super, chef !» Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il sait déjà que tout le monde est d'accord avec lui. C'est presque une évidence, c'est une cérémonie, quoi. Le travail, c'était dans le cernage, dans la préparation en amont. Il y a aussi des raisons philosophiques à cette méthode. Ça permet de déterritorialiser la situation et de repérer les différents agencements qui font que la chose est telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, Deleuze et Guattari, ce n'est pas la lecture la plus facile, mais ils ont commenté sur le fait que le capitalisme, en fait, ça met les gens dans des cases. Et ça a essayé de leur dire, vous êtes dans telle case, vous devez acheter telle chose. Et ils ont critiqué aussi la psychanalyse. Ils ont dit, eh ben, tous vos mots, c'est votre rapport avec votre mère ou votre père. Voilà. Tout est cause pour ça. Dans l'agilité, on fait des trucs un peu similaires. On dit il faut faire des frameworks. Dans le coaching, on vous met dans des cases aussi. On vous dit vous êtes plutôt cerveau gauche, cerveau droit, c'est de la merde. Vous êtes plutôt telle couleur ou telle lettre, enfin un truc en 4 lettres. Ou vous êtes à tel stade d'éveil spirituel, j'en sais quoi. Voilà. Eux, ils ont dit non, c'est pas ça. On ne peut pas résumer une personne à un truc unique comme ça. C'est plutôt une collection, un agencement de plein de choses différentes qui s'influencient les uns les autres. Eh bien, avec la cartographie SQRN, on est en train de repérer c'est quoi les agencements qu'on a. Et comment est-ce qu'on peut déterritorialiser ça? Alors, un exemple de déterritorialisation, c'est par exemple l'arrivée de McDo en France. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la scène de ce film-là? Pulp Fiction, ouais. C'est le moment où tu en as un qui dit « Ah, je suis allé en Europe et c'est super bizarre. » En fait, le truc bizarre, c'est les petites choses, c'est les petites différences. Ils ont McDo, mais ils n'appellent pas ça comme pareil. Ils ont le Quarter Pounder with Cheese, le quart de livre avec du fromage, mais ils n'appellent pas ça comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont le système métrique. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une livre. Donc forcément, il faut traduire. Donc c'est le Royal with Cheese. Le Royal Cheese. Et oui. McDo, pour arriver en France, ils ont dû s'adapter à leur marché. Et donc parfois aussi, avant de faire venir quelque chose dans son entreprise, il faut savoir comment l'adapter au terrain et comment le terrain va s'organiser autour de ça. Et puis, la dernière référence que je vais vous donner, c'est la théorie acteur-réseau. C'est de là qu'on prend Actant. C'est Bruno Latour, sociologue et anthropologue, qui montrait que en fait, l'agentivité, le pouvoir d'action des gens, ça ne vient pas des gens eux-mêmes,
ça vient de leur lien entre eux et avec des systèmes. Si je peux faire quelque chose, ce n'est pas grâce à moi-même, c'est grâce à la personne qui me l'a appris, au système d'information qu'on m'a mis entre les mains. Donc, travailler plus sur les liens entre les gens et les choses, ça va être plus intéressant pour pouvoir leur donner plus d'action. Pour conclure, la complexité, ça nécessite des méthodes particulières. Vous ne pouvez pas vous casser la tête en utilisant la même méthode que vous utilisez sur des choses prédictives. Équipez-vous de méthodes particulières pour les situations complexes. Et quand on est face à la complexité, il vaut mieux décomposer les choses en plein de petits trucs et puis essayer de recombiner ça de manière différente. De casser le Millennium Falcon en petits morceaux de Lego et puis de le reconstruire différemment. Si vous voulez progresser, testez un petit peu. Je vais vous donner quelques questions que vous pouvez lancer en quelques minutes. Informez-vous aussi, il y a des blogs, il y a le blog de Dave Snowden, il y a aussi mon blog à moi. Dave Snowden, c'est un Gallois, il écrit en anglais, des fois ce n'est pas l'anglais le plus compréhensible. Donc vous pouvez aussi, moi j'essaie de mettre du contenu en français qui fait référence à ces travaux. Vous pouvez vous former, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans, en 2023, pour apprendre ces différentes méthodes, y compris la carte esturienne. Et puis n'hésitez pas aussi, peut-être sur vos premières tentatives, à demander une supervision. Vous pouvez me contacter moi, ou alors je peux aussi essayer avec mon réseau de voir s'il y a quelqu'un de plus pertinent pour vous accompagner sur vos premières cartographies. Merci beaucoup. Désolé pour cette succession de choses théoriques, mais voilà. Merci. C'est vrai que j'étais à Gilles Master et tout ce que tu nous as présenté, je ne connaissais pas la cartographie esturienne, en tout cas le mot, mais dans le mindset, c'est quelque chose que j'ai pu appliquer. Tu nous as parlé de la rétrospective dans l'application et ça m'a fait penser aussi au poker planning. Pour ceux qui connaissent, je me disais au niveau de la complexité aussi, ça, on pourrait s'en inspirer peut-être. Je ne sais pas au niveau du public, est-ce que vous avez des questions ? Merci William, et merci pour la présentation, parce que je n'avais pas pu voir ton talk la dernière fois. J'avais deux petites questions. Sur la partie actant, tu parles des contraintes. On parle bien des contraintes au sens défini par Knevin ? Pas forcément. On est sur une autre définition. En fait, contrainte, donc c'est quand j'anime, je mets la définition, qu'est-ce qui change, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ouais, la contrainte, c'est un peu le bloqueur. C'est la notion négative. Ouais, en fait, donc dans la complexité, la contrainte, en fait, on essaie de dire qu'elle n'est pas que négative, elle peut être positive. Et il y a la notion de contrainte englobante, qui est contrainte négative, et puis la contrainte habilitante, qui permet de faire des choses. Par exemple, si je n'ai pas de frottement, je ne marche pas. Vous êtes comme sur des patins à glace, quoi. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de mouvement. C'est positif. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, quand ils entendent contrainte, c'est truc négatif. Donc c'est pour ça que dans la triade, il y a constructeur. En fait, constructeur tient lieu des contraintes positives, en fait. Et j'ai une deuxième question, c'est sur la cartographie. Dans la question que tu poses, il y a le mot hypothétiquement avant. Oui. Pourquoi? C'est pour éviter un biais sur les réponses? Parce que parfois, les gens ils disent « mais j'ai pas envie de changer ça ». Mais pourquoi on voudrait changer ce truc-là? Non, mais c'est pas le but, c'est pas le débat. C'est juste se dire, si on voulait le changer, est-ce qu'il nous faudrait beaucoup d'énergie ou de temps? La question n'est pas, on n'est pas en train de s'engager à le changer, on est juste en train de se demander, hypothétiquement, si on voulait le changer. C'est pour ça, c'est pour éviter des débats stériles sur mais est-ce qu'on veut le changer ou pas? Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça vous donne envie de tester dans vos équipes? Vous allez tous lundi en parler, j'espère, du coup. Voilà.